Bonsoir. C'est une super salle ici. Hein. Je suis super content de voir le film là, parce que il n'y a pas vraiment eu de sortie cinéma pour ce film. C'était une sortie technique. Vous en saurez plus sur le Blu-ray. Et le chat qui fume a vraiment été formidable pour mettre tous les moyens qu'il fallait pour sortir ce film dignement, c'est-à-dire faire une sortie Blu-ray, DVD, collector, une sortie comme on aurait aimé en avoir quand on a fait ce film. On l'a fait en 88, en octobre 88, il est sorti en janvier 90, ce qui vous laisse supposer un peu les problèmes qu'on a eu pour le sortir. Je pense que tu veux qu'on commence le débat, non hein? Non, on va d'abord présenter le film et ensuite on revient pour en parler. J'ai trouvé un distributeur grâce à Lionel Chouchan du festival d'Avoria. C'était le festival du film fantastique, la grand-messe des années 80, c'était à Avoria. Et donc Lionel Chouchan, en fait, a vu la dernière bobine de 3615 en muet. En fait, il passait à Éclair pour voir d'autres films et il a regardé à travers le hublot du laboratoire et il a vu les images de la dernière bobine et il a demandé à l'étalonneur s'il pouvait rentrer. Alors l'étalonneur lui a dit oui, mais enfin, vous savez, il n'y a pas de son, hein, on est en train de faire l'étalonnage et tout. Il a dit ouais, ça m'intéresse que je peux rentrer. Donc il est rentré et en sortant, il a dit c'est ce film qui va faire l'ouverture d'Avoria. Et l'étalonneur qui savait que j'avais pas de distributeur et tout, il m'appelle chez moi, il me dit tu sais, il y a Lionel Chouchan, il veut que tu fasses l'ouverture. Ouais, alors salut. Tac, j'ai raccroché parce que je ne croyais pas. Et donc Lionel Chouchan m'a appelé pour me dire. Et je lui ai dit, vous savez, monsieur Chouchan, je suis très touché, mais le film n'a pas de distributeur, donc faire l'ouverture d'un festival comme le vôtre, c'est comme si on fait l'ouverture du VIF en fait, et qu'on n'a pas de distributeur. Il m'a dit, peut-être grâce au festival, vous en trouverez un. Et donc on a trouvé un distributeur physique qui a fait une sortie technique du film, et donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un micro qui va circuler dans la salle en bas, en haut, il faudra simplement se lever et prendre la parole. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Est-ce que ça t'ennuie pas si on allume? Parce que j'aime bien voir les gens, et là je vois rien moi. En fait, c'est pour... Tu es sur l'écran dernier en fait. Là? Bonjour. Alors, moi j'ai une question déjà à poser, c'est concernant l'enfant. Il y a un problème souvent au cinéma français et à la télévision française. Je trouve qu'on a souvent du mal à diriger les enfants. Et lui, il vit, surtout en plus, c'est marrant, moi j'avais calculé que j'avais exactement l'âge que devait avoir l'enfant au même âge en fait. Et je me suis reconnu pleinement dès le début, c'est-à-dire que... ils ont cette manière d'être libre, de parler comme des adultes, d'être... Et comment vous y êtes pris en fait? Est-ce qu'il y avait une volonté de faire différemment sur le travail des enfants que d'habitude? Ou ça fait naturellement? Eh bien, en fait, le film entier est conçu comme... c'est pour ça que de temps en temps, il y a une naïveté qui fait partie de la narration. Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire un film vu à travers les yeux d'un enfant de cet âge, dans les années 80, hein, qui étaient les années pendant lesquelles on a tourné le film. Et donc, même les décors, on a construit le film, enfin, tout a été construit en studio, en fait. Parce qu'en fait, finalement, ça a l'air très cher, mais en fait, c'est la seule façon de réduire les coûts. C'est-à-dire de faire tout ça dans un lieu unique, enfin, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, tout dans un lieu unique, ne pas se déplacer, ne pas avoir de ventouses à mettre quelque part, de décors à acheter, en fait. On a tout tourné dans les studios d'Arpajon. Et à l'époque, c'était pas des studios, c'était des hangars à pommes, en fait. Le studio d'Arpajon, c'est le premier film qui s'y est tourné. Il faisait plus de pommes et il s'est mis à faire des films. Et en fait, c'était pas insonorisé d'ailleurs. Il y avait une voie de chemin de fer qui était juste derrière, qui est toujours d'ailleurs. Mais depuis, c'est insonorisé. Et puis depuis, ça a fermé surtout. Mais à l'époque, on devait s'arrêter entre les trains. Enfin, chaque fois qu'il y avait des trains, on devait s'arrêter. Et le film entier, et les décors sont construits un peu plus grands que nature. Vous savez, pour avoir ce regard des enfants, quand on est enfant, on regarde une poignée de porte en contre-plongée, en fait. Et quand on est adulte, on la regarde en plongée. Et déjà, ce simple fait, la surdimension des décors, le regard de l'enfant, le fait que tout est filmé à travers les yeux de l'enfant, et que la narration, les dialogues et tout, il y a des fois des réflexions qui nous font sourire, nous, adultes. Mais en fait, quand on était enfant, on ne souriait pas, juste on parlait comme ça. Merci. Vous me permettez juste de dire une dernière chose. Quelque chose que j'ai trouvé fou dans ce film. Moi, vraiment, là, je viens de le découvrir.
c'est qu'à l'époque où Stranger Things a eu un énorme succès, ce sont des auteurs de maintenant qui ont créé une série comme si c'était dans les années 90, ben, j'avais cette impression dans votre film, parce qu'en fait vous parlez des dérives d'Internet, vous parlez de téléphone portable, de communication, on aurait presque l'impression que c'est des auteurs de maintenant qui ont fait un film à l'époque. Il y a tel point qu'il y a un truc marrant dans votre film, je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc à un moment donné, vous faites une allusion à Alain Delon à travers des fiches de Zorro, sans faire exprès. En plus, c'est comme si vous aviez mis un placement de produit de Stranger Things, parce qu'il y a un plan, où il y a un flipper, où il y a 2 mots écrits sur le même logo, et comme c'est flou, je me suis presque posé la question voilà, au moment où le plan passait. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce plan, mais si jamais vous voyez le film, peut-être ça vous marquera. En fait, c'est très émouvant en fait, de revoir le film, surtout sur un grand écran comme ça. Et j'étais plus, malheureusement, j'étais plus en train de checker si vraiment on avait bien fait les choses au niveau de l'étalonnage par rapport à ce que forcément j'ai vu ça sur un tout petit écran. Le master 2K est vraiment bien. Et j'étais en train de vérifier. je pouvais pas apprécier le film. Bon, j'ai pas vu ce plan, mais maintenant que vous me le dites, je regarderai sur le Blu-ray. Merci beaucoup en tout cas. Pas fini. Il y en a un qui veut partir là. Il a un bonnet de Père Noël d'ailleurs. On en profite. Merci. Bonjour, je voudrais commencer par vous dire que j'ai beaucoup aimé votre film. Et une petite question vis-à-vis de l'enfant. Je sais que faire tourner des enfants, c'est pas facile, et que niveau juridique, il faut en général en avoir plusieurs. Est-ce que justement pour le film, vous avez eu plusieurs enfants pour le même rôle? Enfin, il y a des règles avec la DAS en fait, notamment qui sont particulièrement strictes. Et on avait sur le plateau des enfants, mais en fait on ne pouvait les utiliser que pour des plans serrés, ou des plans de dos, ou des plans de loin. Et très rapidement, de toute façon, on s'est rendu compte que c'était pas viable sur le tournage. Donc Alain, donc le petit Alain, était en permanence avec nous. La seule chose, c'est qu'on avait un précepteur, parce qu'il faisait ses devoirs en même temps. Dès qu'on pouvait le libérer, dès qu'il y avait une situation qu'on pouvait libérer, on le libérait. Et puis aussi, on s'arrêtait. C'est-à-dire, ce qui n'est pas prévu d'ailleurs dans les films en général, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a ces protections. Nous, ce qu'on faisait, c'est que en fait, sa maman était en permanence avec nous sur le plateau. Et dès qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui... Non pas qu'il était fatigué, mais vous savez, des fois, avec les enfants, c'est pas tellement la fatigue, c'est l'envie de retourner dans leur univers. Donc en fait, on arrêtait, quoi. Comme de toute façon, ça tournait autour de lui, qu'on était là, ensemble, tous enfermés dans ce hangar à pommes, dès qu'il en avait marre, ou dès qu'on sentait que ça marchait plus, on s'arrêtait. On s'arrêtait, puis nous, on travaillait sur le plan suivant, on mettait en place, des fois ça prend du temps de mettre en place les plans. Et lui, pendant ce temps-là, soit il se reposait, soit il faisait ses devoirs. Et les machinaux du film, en fait, ils planquaient les devoirs des fois, pour pas qu'ils les fassent, vous savez. Bonsoir. Bonsoir. La mise en scène du film est extrêmement dynamique pour du cinéma français de cette époque, en matière d'angle, de mouvement, d'appareil, etc. Je me demandais si vous aviez une équipe qui était rodée à ce style de mise en scène, ou est-ce que vous avez eu du mal parfois peut-être à transmettre vos idées pour avoir exactement ce que vous vouliez? Non, en fait, j'avais pas une équipe rodée parce qu'en fait, malheureusement, le cinéma de genre en France a été bombardé pendant la guerre. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des grands auteurs, des grands réalisateurs de cinéma fantastique en France, que ce soit Georges Franju, que ce soit les tourneurs, etc., qui ont dû eux aussi s'exiler aux États-Unis. Et il y a une malédiction chez nous qui fait qu'à un moment donné, le cinéma de genre, alors qu'il y a un public qui l'apprécie, les gens qui en font, les réals qui en font, soit n'arrivent pas à monter leur film, soit sont obligés de s'expatrier pour pouvoir s'exprimer. Et à l'époque, c'était, je parle des années 80, moi j'ai commencé avec le Passage, déjà c'était un ovni pour la production. La seule chose, c'est que j'ai eu la chance donc d'être parrainé par Alain Delon, quand je dis parrainé, c'est parce que c'est comme mon parrain de cinéma, c'est lui qui a produit mon premier film, alors j'avais fait 2 courts-métrages sur la base du scénario, donc le mec il avait quand même les couilles de prendre un réalisateur qui avait 25 ans pour le diriger,
et pour miser sur un cinéma de genre, qui n'était pas du tout ce que ses confrères producteurs faisaient. Donc lui, il y a cru, il a mis son argent dessus, et moi après j'ai travaillé, finalement j'ai gardé les techniciens qui travaillaient avec lui, qui étaient des grands techniciens, qui étaient des gens qui avaient travaillé pour Melville, pour Verneuil, enfin pour des grands cinéastes français, et donc qui étaient extrêmement talentueux en tant que machiniste, cadreur, chef-op, etc. Et donc, en fait, je leur ai fait faire juste autre chose. Mais ils avaient les compétences nécessaires. Et merci pour la mise en scène. En fait, je viens du dessin animé, donc en fait, j'ai tendance à tout storyboarder. C'est peut-être pour ça aussi que les plans sont assez graphiques, parce que c'est une façon, une déformation professionnelle de ceux qui viennent de l'animation, qui ont tendance à dessiner leur film avant de le réaliser. Oui, en plus à l'époque il y avait cet instrument qui venait d'être inventé par des Français, le Steadicam, comme d'ailleurs la plupart des instruments cinématographiques sont tous inventés par des Français, la Luma, le Steadicam. Et en fait j'avais vu Shining. Et Shining, en plus avec la prétention de mes 30 ans, moi j'ai dit, la caméra elle n'est pas assez bas là. C'est pas bon là. Donc je trouvais que Kubrick n'avait pas mis la caméra assez bas. Et donc j'ai pris deux techniciens qui étaient les deux syndicameurs français les plus talentueux à l'époque, qui étaient Noël Véry et Jacques Monge, qui vraiment avaient fabriqué l'instrument, en fait, avec les ingénieurs qui avaient fabriqué cet instrument. Et je leur ai dit, moi je voudrais que la caméra soit plus bas. Je veux qu'elle frotte la moquette. Et donc quand j'entends pas le bruit de la moquette, pour moi elle est passée là. Pourquoi? Parce que j'avais cette séquence avec le petit train et je voulais être presque en contre-plongée devant le petit train. C'était important qu'on soit vraiment avec le train quand il avance, etc. Et donc pour ça, on a mis au point quelque chose de spécial qui est devenu ce qu'ils appellent maintenant l'ultra low mode. Qui vraiment, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc je me dis qu'on peut tous, et d'ailleurs quand je vois les films des jeunes réals français qui font du cinéma de genre aujourd'hui, il y a toujours cette possibilité, toujours aujourd'hui d'ailleurs, d'inventer de nouveaux instruments, juste pour pouvoir faire ce qu'on imagine. Parce que moi, pour moi, le cinéma, ça ne doit pas être ce qu'on pense, ça doit être ce qu'on imagine, en fait, faire en sorte de fabriquer ce qu'on imagine. Bonjour. J'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire plus sur cette magnifique chanson de Bonnie Tyler qui est dans le film composé par les frères Lalanne. Voilà. Ben oui, c'est-à-dire que, bon, nous, on était musiciens au départ tous les trois, hein, donc on avait du mal à pas... C'était un peu une activité adolescente qui a pris après des proportions plus importantes. Jean-Félix Lalanne, donc le compositeur, lui, c'est un instrumentiste, un guitariste virtuose. Et il a commencé finalement ses premières armes de score, de composition de film sur le passage. Et après, un jour j'ai dit à Francis, à la fin du passage, tu sais, il faudrait un point d'orgue, quelque chose qui continue ce film sur le générique. Je voulais pas que ça s'arrête comme ça avec le mot de la fin, j'avais envie qu'on poursuive l'émotion du film. Tu ne veux pas me raconter l'histoire en 3 minutes. C'est comme ça que vous faites, vous. Donc il me dit, ok, je vais te faire ça, genre à reculons. Et il m'enregistre la chanson, une maquette de la chanson, c'est devenu On se retrouvera, etc. Et il part en tournée, donc il chante la chanson, il essaye la chanson en tournée. Et il revient de la tournée, il dit, là, on va l'enregistrer, maintenant on va l'enregistrer, etc. Et il me fait, je vais te faire écouter une version vachement mieux, etc. Il me fait écouter la version. C'était devenu une espèce de rock rocailleux, tout ça, ça n'avait rien à voir avec la chanson qu'il m'avait faite. Et je lui dis, écoute, c'est simple, on va en studio, je vais te diriger de manière à ce que tu aies la même voix que la maquette, une voix blanche, je veux pas de machin de truc, je veux juste la voix blanche, ça doit être juste émouvant, ça doit... Et c'est simple, si tu fais pas ce que je te dis, j'utilise la maquette. Donc à ce moment-là, il a enregistré la chanson, j'étais là, à ce moment-là, et donc c'est devenu ça. Et c'est devenu un gag entre nous. Et donc quand on a fait le deuxième film, personne ne voulait le produire parce que
À l'époque, le passage avait très très bien marché, ça fait 2,5 millions d'entrées, ce qui est énorme pour l'époque en tout cas. Et à l'époque, vous n'allez pas le croire, parce que quand on faisait un film qui marchait, on était qualifié de commercial par l'intelligentsia. Donc moi, j'en ai chié pendant 3 ans après. Après le passage, j'ai pas travaillé, je faisais des petits trucs, des petits boulots, je montais des bandes annonces, je faisais des pubs, mais pas des pubs, je faisais des plans truqués des pubs des autres. J'arrivais pas à travailler. Et donc, à ce moment-là, quand on a fait le 36-15, on s'est dit, tiens, on va le point d'orgue. Et je dis, ouais, le point d'orgue, mais le point d'orgue, je ne veux pas le mettre à la fin du film. Non, je veux le mettre dans le film. Mais ça se fait pas, ça. Non, ça se fait pas, mais on va le faire, nous. On va mettre. À un moment donné, il y a un tournant dans le film où le film bascule, où le petit garçon décide d'arrêter de subir les 2 contre-attaqués. Et là-dessus, on va faire un point d'orgue. Et le point d'orgue, ça va être la chanson. Mais c'est une envie que j'ai toujours eue de retourner au cinéma muet. Et si vous voyez, par exemple, la séquence de contre-attaque, etc., et qui va jusqu'au petit train, etc., on comprend tout, en fait. Et je vois que ce soir, toujours aujourd'hui, on comprend tout. On n'a pas besoin des paroles. Et en fait, le cinéma muet, la force du cinéma muet, c'était justement que les cinéastes mettaient en scène, mettaient en image, et racontaient avec des images, pas avec des mots, avec des images. Alors, quand on fait un film comme ça, bien sûr, on a besoin de au moins une demi-heure pour installer le sujet du film. Et après, on peut se passer des paroles très très facilement. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, en haut, dans ce cas, il faut... Je voulais savoir comment avait été reçu le film à l'époque et quelles avaient été les répercussions pour vous. Alors, le film a été défendu par Écran Fantastique, qui était vraiment les seuls, avec Mad Movies aussi, mais donc la presse dite spécialisée, qui d'un coup voyait un film de genre en France qui n'était pas mauvais, et donc le défendait. Par contre, la presse, généralement, les critiques, tout ça, moi je ne correspondais pas du tout à ce qu'on attendait d'un cinéaste français, donc c'était pas... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce au film, les répercussions pour moi, ça a été que le film a été plagié aux États-Unis, et en fait, ce plagiat a été pour moi une source de 15 ans de travail. C'est-à-dire que quelque part, ça a attiré l'attention sur moi là-bas, juste en regardant les copyrights, etc. Et du coup, j'ai travaillé là-bas. J'ai été invité par Spielberg et Lucas, enfin leur écurie. Ils m'ont repéré, ils m'ont fait venir, et j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, je vais rester 4 mois, et je suis resté 15 ans. Voilà. Donc, c'est comme quoi, moi je crois que les obstacles, en fait, sont des tremplins. Non, c'était Chris Columbus. C'était Home Alone. Maman, j'ai raté l'avion. Merci énormément René Mozois d'être venu présenter le film et